Ce soir, dans le talk show de Zéchan, nous allons évoquer quelques sujets d'actualité, notamment de la situation en France et dans le monde, et on reçoit surtout Aboubacar Sakonoko, un homme au parcours engagé et qui inspire. Donc ne manquez pas ça, c'est parti maintenant, let's go! Bienvenue à tous sur FP92 dans votre émission Le Talk Show de Zéchan. Aujourd'hui, une nouvelle édition avec de nouveaux sujets qui feront l'actualité. Nous avons aussi un invité spécial, Aboubacar Sakonoko, rappeur devenu journaliste engagé. Donc préparez-vous pour une soirée pleine d'inspiration et de réflexion. Et n'oubliez surtout pas de réagir sur les réseaux sociaux. On va commencer tout de suite avec notre invité. Aujourd'hui, nous avons un homme aux talents multiples, Aboubacar Sakonoko, rappeur au flow implacable, devenu journaliste engagé. Aboubacar est une figure qui ne recule jamais devant les débats brûlants. Lorsqu'il ne débat pas avec passion, il est sur le terrain dénichant des perles culturelles ou capturant la vérité brute avec sa caméra et son micro. Véritable couteau suisse de l'information, il incarne le rôle de street reporter avec authenticité. Sous ses surnoms de Booba, Black Justicier ou Black 10 Street Reporter, Aboubacar, 44 ans, est un enfant de Grigny, une ville qui a marqué son parcours et forgé sa résilience. Ancien rappeur, il a su canaliser sa passion artistique pour défendre des causes qui lui sont chères, en particulier celles liées à l'insertion sociale et à la justice. Référent donc en insertion sociale dans un centre, entrepreneur et journaliste, il utilise son savoir-faire pour tisser des liens entre les personnes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, autour de sujets d'actualité d'une manière unique. Depuis 2016, il anime plusieurs émissions comme Blockout Radio, DNLC pour Disons-nous les choses et La Récré où il aborde des thématiques sociales et culturelles avec une approche innovante et authentique. Blockout Music, son festival organisé à Grigny, permet de rendre accessibles des spectacles à un large public avec des performances d'artistes tels que Soprano, Niska ou Lefa, tout en maintenant la gratuité pour tous. Et ce qui caractérise Aboubacar, c'est la diversité de ses compétences. De l'écriture à la musique, en passant par le dessin et le débat, il maîtrise de nombreux outils pour sensibiliser et informer. Il incarne également la solidarité internationale de l'événementiel avec une présence continue dans la prévention de la délinquance, notamment avec des initiatives comme Transmission 91. Aujourd'hui, c'est un honneur de l'avoir parmi nous pour partager son parcours inspirant, ses combats pour la justice et son engagement imbranlable. Bienvenue à toi, Aboubacar Sakonoko, homme de terrain, de conviction et d'action. Mon ami, c'est la première fois qu'on me fait une si grande présentation. Là. Tu as fait des recherches, tu es parti fouiller dans des choses. Là. Bah écoute, j'essaie de préparer mes émissions comme d'habitude, mais écoute, c'est un honneur pour nous de t'avoir sur le plateau, sur FP92. J'y croyais pas un moment, hein. Tu sais que t'allais être avec nous, est-ce que tu dis vrai ou est-ce que c'est juste pour, genre, se disant qu'est-ce qu'ils font et tout ça, mais je savais pas que t'allais te rendre disponible. Et en plus, ça a précisé, donc il y a deux choses. Je tiens à vous le dire aussi, vous qui nous regardez. La première, c'est qu'il revient de Belgique, c'est ça? C'est ça. Il était à Bruxelles et puis il vient d'arriver, en fait, et c'est au passage, il s'est dit, il va s'arrêter ici. Et la deuxième, c'est que il découvre qu'on a une émission franco-pakistanaise sur une chaîne franco-pakistanaise. Donc, c'est trop tard. C'est trop tard, j'ai envie de te dire, ça y est, t'es dedans. J'ai découvert que tu étais pakistanais. Ça fait Yeah. 10 ans qu'on se connaît. Moi, je croyais que tu étais un Algérien. Eh ben, écoute, encore une fois, les Algériens, je vous kiffe, mais je suis d'origine franco-pakistanaise. En tout cas, merci à toi de t'être rendu disponible. Je vais saluer également ceux qui vont nous accompagner, mes fidèles chroniqueurs pour certains. Bienvenue à toi, Sahara. On commence par ma droite et honneur aux dames. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Bah écoute, on va t'accueillir comme d'habitude. tu le dois et on va t'habiter surtout. D'accord, tu es dans ta terre d'accueil, dans ta maison d'accueil, donc c'est pas comme chez toi. Youssaf, la deuxième fois que tu nous rends, que tu te rends disponible, que tu nous fais l'honneur de ta présence. Merci à toi d'être là. Merci à toi pour l'invitation aussi. Bah, écoute, merci à toi. Et aujourd'hui, événement, on a sur notre plateau la star internationale qu'on a réussi à avoir à travers ces différents managers qui ont un planning assez chargé. Monsieur Alpha, sur le plateau. Merci de l'invitation, c'est un plaisir de vous retrouver. Et puis voilà,
C'est vrai que je t'ai planté 2-3 fois, mais ça va, Ah, c'est c'est bon. toi qui l'as dit. Moi, j'ai pas osé dire. Moi, j'ai pas osé dire que tu m'as planté. De temps en temps, c'était la météo, de temps en temps, c'était la circulation, de temps en temps, c'était la flemme. Au moins, tu as eu la transparence de me le Mais dire. au moins, aujourd'hui, tu t'applaudis pour moi parce que je suis là. Bah, Ouais, c'est on ce peut que je suis en train de applaudir, dire. hein. Ouais, faut le dire. Et c'est surtout que personne n'y croyait. Jusqu'à la production, personne, tout le monde me disait, il ne sera pas là. Mais voilà, on a eu une conversation avant et puis j'ai remis en cause ta personne si jamais tu ne Ouais. venais pas. En tout cas, merci à vous d'être là. On est prêt donc à lancer les discussions et on va passer au tour d'actualité. Donc cette semaine, plusieurs événements marquants, mais on va essayer de vous rapporter les plus gros titres. C'est parti pour le tour d'actualité. Let's go! On commence avec le conflit au Moyen-Orient, c'est pas faute de le rappeler, c'est pas faute de le répéter. Gaza et Liban, l'escalade des violences au Moyen-Orient s'intensifie. Israël poursuit ses frappes sur Gaza tout en visant des positions du Hezbollah au Liban. Le chef de la diplomatie américaine tente de négocier un cessez-le-feu et nous prions pour. Au Liban, la situation est particulièrement préoccupante car le pays pourrait être entraîné dans un conflit beaucoup plus large et les civils de Gaza sont pris dans une crise humanitaire et l'aide internationale se mobilise. Mais jusqu'à quand? Rappelons encore une fois que nous sommes pour la paix et que toute victime de deux côtés se vaut autant et ce sont des innocents qui en font les frais. Est-ce que la France devrait, et la communauté internationale devrait s'impliquer plus activement pour empêcher cette guerre et justement mettre des sanctions, mais qu'ils soient de véritables sanctions? Qu'en pensez-vous? Vous aussi, n'hésitez pas à réagir. On en parlera autant qu'il le faut, sans attiser de haine. Notre volonté, c'est qu'il y ait la paix et qu'il n'y ait pas de victimes innocentes dans ce conflit. Sécurité et faits divers en France, on va passer, ça va sûrement t'intéresser et ça va te concerner également. À Montreuil, un surveillant de prison qui a été violemment agressé et un troisième suspect a été arrêté à Marseille. De plus, des policiers ont été attaqués par des dealers de la Castellane, un quartier sensible de Marseille. Ces incidents relancent les débats sur la sécurité dans les zones urbaines difficiles, mettant en avant les défis des forces de l'ordre face à la violence croissante. Est-ce que les moyens, et je sais que toi tu en as déjà parlé dans une émission, est-ce que les moyens alloués aux forces de l'ordre sont-ils suffisants pour gérer la montée de la violence dans ces quartiers sensibles? Est-ce qu'il faudrait un retour de la police de proximité? Un sujet qui a déjà été évoqué. Boubacar, toi ta position là-dessus? Complexe tout ça. Après, on sait que à l'époque, dans les quartiers, il y avait, comme tu dis, la police de proximité. Du coup, M. Nicolas Sarkozy a fait en sorte de l'enlever à une certaine époque. Je pense qu'il faudrait la réinstaurer. Mais après, dans la police même, il y a plein de problèmes complexes. Tu vois. C'est-à-dire que pour rentrer dans la police aujourd'hui, en tout cas pour rentrer dans certaines fonctions, une note très très basse, les critères ont été baissés et tout. Et je pense qu'il faut réformer la police déjà. Il y a la réforme de la police, mais il n'y a pas que la réforme de la police. Je t'ai vu donc, dans des interviews de nos confrères d'une autre chaîne d'information où effectivement tu as essayé de développer un sujet qui était particulièrement intéressant, qui était celui de trouver la cause aussi et d'essayer de taper dans la cause, et ce qui fait que, voilà, en parlant de la précarité, des difficultés qu'il peut y avoir dans l'insertion sociale et également les quartiers populaires qui sont un peu délaissés, tu as essayé d'apporter quelque chose et un message assez positif et constructif. Où en est-on, j'ai envie de te dire? Voilà, je laisserai aussi la parole à mes collègues qui sont. Je te pose la question à toi parce que tu es acteur sur le terrain, donc tu n'es pas principalement concerné. Où en est-on Il est clair que c'est pas par la sécurité qu'on peut tout régler. Tu vois, il y a des problèmes de précarité. Voilà, moi, j'ai grandi à Grigny, ville en 2017 qui était la ville la plus pauvre de France. Yes. Et du coup, tu te rends compte que moi, mes parents sont arrivés en 81. 81 à 2017, malheureusement, Grigny sur le podium de la pauvreté, est arrivé numéro 1 en 2017, tu vois. Pauvreté, précarité surtout. Exactement. Les difficultés d'insertion sociale et ainsi de ça. suite. Le fait de dire aussi peut-être que tu viens de Grigny aussi, ça n'aide pas non plus. Effectivement, on ne va pas demander à tous les habitants de Grigny de déménager de là-bas. On va dire qu'ils habitent à Grigny, mais effectivement, il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Et pas que à Grigny, les quartiers populaires dans de nombreuses villes. Et à mon goût, à mon sens, le schéma est beaucoup plus complexe, mais on essaie de faire en sorte d'entendre, mais de ne pas rentrer dans le vif du problème et le vif du sujet, en essayant peut-être de faire mine de trouver des solutions, mais qui sont peut-être que des effets d'annonce.
Voilà, c'est ça. Puis, enfin, voilà, on vit dans, comment dire, comme dit, il y a des effets d'annonce parce que politiquement, on instrumentalise aussi ces quartiers. Alors qu'en réalité, le vrai problème, c'est la précarité. C'est la précarité, c'est le fait qu'il y a des gens qui, à un moment donné, vivent avec moins de 700 euros par mois. C'est tout ceci qu'il faut régler avant. Mais ce qui ne justifie en rien voilà, les actions, on va dire, illégales qui peuvent être menées. Effectivement, il y a un terrain où moi je pense, et je pense que c'est aussi une de tes positions, où c'est les acteurs de terrain, les associations qui doivent, elles, monter au créneau pour essayer de faire remonter justement les problématiques qu'il y a des gens qui vivent au quotidien là-bas, et que les politiques doivent également s'en charger pour essayer d'améliorer la situation dans ces quartiers populaires. Prochain sujet, économie et emploi, où la semaine de 4 jours est de plus en plus discutée en France. Donc, pour une fois, c'est une bonne nouvelle, mais comme ce serait présenté comme un moyen de concilier vie personnelle et vie professionnelle pour ceux qui réussissent à les gérer, bien que certains craignent une baisse de productivité. Donc, toujours l'argent pour l'argent. Et en parallèle, j'ai entendu qu'environ 230 000 fonctionnaires vont voir leur salaire ajusté pour ne pas tomber en dessous du SMIC. Une augmentation de 6 centimes, je crois. Super. C'est une augmentation modeste qui reflète les défis liés à la hausse du coût de la vie. À croire qu'elle se limite à 6 centimes. Bah, tu fais rien avec 6 centimes en fait. Bah, je sais pas, à la fin, toi, ça change pas grand-chose. Bah si, ça... Toi, tu gagnes de ta vie. Enfin, ça change rien du tout, mais... Ouais, mais c'est pour éviter de tomber sous le seuil de. C'est juste un Ouais, donc c'est calcul, sans- oui, voilà. au coût de l'inflation, l'indice de l'inflation, et ainsi de suite. Une augmentation de 6 centimes, pour moi, ça change rien dans le quotidien des... Effet d'annonce. Ça change rien dans le quotidien des gens, tant plus qu'aujourd'hui, la vie est de plus en plus chère en France. Et C'est puis, ça, surtout. dans les quartiers, on n'en parle pas. Et même le sujet de l'actualité dont tu parlais tout à l'heure, pour moi, c'est l'une des causes principales aussi. Parce que si on n'arrive pas à subvenir à nos besoins financièrement, effectivement, on est tenté par d'autres activités qui font que voilà, on se lance dans des faits qui sont pas propres, ne sont pas appropriés à notre vie personnelle, quoi. Ouais. Mais c'est Donc, pas une excuse. C'est-à-dire qu'effectivement, je comprends oui. la problématique de la Oui. situation, mais on va pas encourager les gens à être dans cette situation-là, à aller faire des choses Moi, qui vont pas. ouais, des actions comme ça, moi, Ouais, mais on peut je comprendre. condamne jusqu'à la Ça dernière n'excuse énergie. pas, mais Oui. on On comprend comprend. certes, mais l'objectif c'est de trouver des Des fois, solutions. quand à ça. t'es trop, je pense, vraiment Ouais, que t'as pas le choix. galère, Ouais. bah oui. Voilà. Faire, Je condamne quand même jusqu'à la dernière énergie, mais par contre, l'État et les autres autorités ils doivent quand même se pencher sur le sujet et essayer de trouver des solutions très très rapidement parce que en 2024, encore si on dit qu'il y a certaines choses qui se produisent pas dans n'importe quel pays, mais en France, ça craint. Et c'est pour ça que je parlais d'effet d'annonce, parce qu'effectivement, tu fais bien de le rappeler, c'est-à-dire que ce sont des choses à ne pas faire, mais il y a une problématique, il y a une précarité, comme tu dis, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de quartier, d'habitation, de réhabilitation, d'activité aussi qu'il peut y avoir pour les jeunes, et ainsi de suite. Les chantiers sont nombreux. Tout à fait. Je vous pose encore une fois la même question. On peut avoir des budgets colossaux pour faire des gros événements, et encore une fois, voilà, qu'on félicite également, tu vois. Mais est-ce que les quartiers populaires ne sont pas, à mon sens, délaissés en se disant qu'on fait que des effets d'annonce à certains moments, avec un peu de promotion de certaines actions politiques ou certains sujets, mais qu'on va jamais chercher le fond du problème, qui est celui de la précarité, celui de l'emploi, celui de l'éducation, surtout, à mon goût, et celui du fait où tu sais, ça peut très vite rentrer dans un cercle vicieux, et puis le sujet est tellement large qu'il nous faudrait une émission spéciale pour ça. Mais la responsabilité qui incombe aux parents, la responsabilité de chacun, la responsabilité des politiques, à quel niveau s'arrête celle de chacun et de chacune. Voilà, le chantier est large. Est-ce qu'à ce jour, il y a des actions qui ont vraiment été entreprises ou pas? Certaines oui, d'autres pas assez. Après, tu parles d'effet d'annonce. Après, il y a beaucoup. Malheureusement, on est dans la politique du buzz. Aujourd'hui, c'est beaucoup. On va dire l'audimat, l'audience. Ça a toujours été le cas, en vérité. Mais aujourd'hui, on a encore plus. C'est-à-dire que le fait que là, on approche des échéances électorales d'ici peu, là, par rapport au municipal. Et comme, de par hasard, on va entendre parler des quartiers, on va très certainement entendre parler d'extrémisme, de je ne sais quoi qui est. Comme à chaque élection. Voilà, à chaque élection, Comme à on chaque va élection. entendre parler de. Et du coup, au lieu de travailler le fond, à un moment donné, on instrumentalise des quartiers, des fins électorales.
Pour dire, ouais, voilà, moi je suis le meilleur à gérer cette situation-là, Ouais, et ça. j'ai fait ça, j'ai pris une photo, j'ai posté sur Facebook, et ça y est, j'ai fait. Mais non, le fond du problème reste le même en tout C'est cas. ça. Tout à fait. Médias et influence de Monsieur Hanouna. Cyril Hanouna, animateur controversé mais très suivi, fait l'objet d'efforts intensifs de la part de Canal+ pour maintenir sa présence à l'antenne. Rappelons que sur C8, l'émission a été interdite ou du moins censurée. Hanouna, il divise tout en sachant que certains apprécient son style provocateur et que d'autres critiquent la qualité de son contenu. Une émission qui symbolise le débat sur la qualité des médias et le rôle des chaînes dans l'orientation des goûts du public. Est-ce que pour vous, Cyril Hanouna est le reflet de la demande du public ou un symptôme d'un appauvrissement des contenus télévisuels ou voilà, du vide culturel? Bah, je pense qu'il y a une demande, hein. Hmm. On le critique, mais on le regarde. Je pense Ouais. que ça, moi, je le regarde pas, mais il y a cet effet où on se dit, quand on regarde quelque chose qui est un peu bête, de se dire, «Ah, il y a pire, il y a pire que moi». Enfin, je sais pas comment expliquer ça, Ouais, mais je suis pas à cette place-là, quoi. Enfin, ouais. Moi, je te comprends de toute façon parce que c'est plus bête quoi. Je suis plus intelligente que ça. Non, mais ça fait ça. Ça fait non, ça. on peut se dire ça, tu vois, Ouais. l'effet de Ouais, d'être au-dessus de l'émission. oui, voilà. Et pour autant de la continuer à la regarder. Oui, voilà. D'accord. Après, je pense qu'aussi, il y a certains sujets dont il parle, il le fait exprès pour faire le buzz, pour que tout le monde partage sur les réseaux sociaux. Et après, comme ça fait parler de lui, ça l'incite encore plus à traiter des sujets un peu offensifs ou sensibles. Hmm. Et du coup, ce qui fait que les gens, ils continuent de le regarder. C'est comme ce que disait Aboubacar, la culture du buzz, où voilà, tu as besoin de faire du bruit et d'aller même dans peut-être la décadence pour essayer que les gens regardent en faisant un effet d'annonce aussi pareil et un trailer. Vous deux qui êtes animateurs, est-ce que vous avez besoin de ça pour produire? On va commencer par En fait, je vais, au risque de choquer, moi je trouve qu'il anime bien Cyril Hanouna, tu vois. Je trouve que c'est un bon animateur. C'est dans... Ah, moi j'ai pas de parti pris, moi je pose des questions. Non, mais je trouve que c'est... Tu me regardes du style que je sais pas. Non, moi j'ai pas de parti pris, moi je pose des questions. Non, je trouve qu'il anime bien, même s'il est dans l'humiliation de ses chroniqueurs. Parce qu'il fait, voilà, des fois où j'ai regardé, j'ai vu des humiliations. Je dis, oula, c'est chaud quand même. Il y a eu des révélations aussi, on en a parlé, je crois, dans une des émissions où effectivement il était visé par une enquête et des plaintes. Où dans son émission, en fait, c'est devenu inviolable. Comme son confrère de Et du coup, Quotidien. il joue sur ça, d'humilier ses... Ouais, C'est un jeu, en fait. C'est une espèce de cours qu'il a et que vas-y, on humilie les gens. Et voilà, sur ce point-là, je trouve que c'est. Après, voilà, honnêtement, voilà, même si j'essaie de lui trouver des vertus, on va dire, des qualités sur le plan. Heureusement qu'il l'anime bien, c'est un présentateur télé, Ouais, il a plus de 15 ans maintenant, je crois, qui passe à la télé. Donc, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il propage, il est dangereux parce qu'il transmet. On passe par lui pour les élections présidentielles aujourd'hui, tu vois. Et là, il avait un parti pris en plus. Hein, ouais, il avait un parti pris. Et il a été reconnu qu'il y a je ne sais combien de pourcentage de. Il a donné un temps de parole aux extrêmes qui. C'est hallucinant. Quoi. Et il s'embrouille avec d'autres extrêmes et ainsi de suite. Donc je sais pas, j'arrive pas à comprendre son truc. J'ai un avis, mais je suis pas sûr qu'il vous intéresse. Donc voilà. Ouais, moi j'applaudis pour le fond du concept. C'est bien ce qu'il fait. Et puis il le fait aussi avec beaucoup de sens de professionnalisme. Par contre, je suis pas d'accord avec lui si il débat sur des sujets trop sensibles pour faire parler de sa propre personne, vendre sa propre image, et puis proposer aussi certains débats qui créent que de la polémique, surtout des débats trop sensibles comme le racisme. Si sa vocation à construire et à échanger des idées, justement, à apporter un changement ou que chacun puisse avoir sa propre critique, moi je veux bien. Mais si tu as une pensée unique et tu veux essayer de faire passer une idée, et dans tous les cas, en fait, soi-disant, je suis ouvert, mais au fond de mon idée, c'est celle-ci, et toi, t'as tort. Et ce qui dérange, il prend parti, en fait. Ce qui dérange, par rapport à sa posture, pour moi, il joue le rôle du journaliste. Il doit être impartial. Pas de parti pris et tout ça. Mais le mec, il n'est pas clean sur sa démarche personnelle. Et ce qui fait que même si le contenu de l'émission est très, très bien fait,
les gens ils vont pas kiffer parce que derrière ce qu'on voit, c'est pas conforme par rapport à ces Mais c'est positions. surtout que j'ai l'impression que c'est scénarisé. Je pense que ça a été aussi également dit. Bon, on va pas Justement. c'est allé sur l'émission de Ni leur faire du buzz et puis posez-vous la question, est-ce que vous préférez regarder le talk show de Zéchan ou l'émission de Monsieur Hanouna? Ce que je vous propose, répondez-nous sur les commentaires. Je vous pose pas la question parce que vous n'avez pas le choix. Donc, on va passer à notre partie suivante et on va s'intéresser à notre invité du jour, l'interview de Monsieur Aboubacar Sakanoko. Let's go! Monsieur Sakanoko, encore une fois, un honneur de t'avoir parmi nous, enchanté. Tu es sur une chaîne franco-pakistanaise, je tiens à te le rappeler parce que tu viens de le découvrir. Il n'a pas fait avant d'arriver sur l'émission, donc ça aurait pu limite un guet-apens, ce qu'on voulait, il serait venu, mais en tout cas ça me touche parce que ça témoigne de la, et ça reflète de la confiance que tu m'as accordée. Hey, c'est toi. Arrête, tout ça pour le Tout ça pour toi. En tout cas, tu as un parcours qui est très riche et tu as commencé, donc, comme j'ai dit, en tant que rappeur et tu es devenu un journaliste engagé. Comment s'est faite cette transition pour toi? Je sais pas si je suis engagé, mais quoi qu'il en soit, je pense que. En fait, voilà, nos médias, c'est un travail d'équipe en vrai, déjà. J'estime qu'on est investi, tu vois. On a investi dans. À la base, moi, je travaille dans le social depuis 25 ans, donc en fait, on pourrait appeler ça du journalisme social si on veut, tu vois. Après, je suis tombé dedans parce que j'ai été rappeur à un moment donné. Suite à des événements de ma vie, j'étais plus chaud, tu vois. Je me suis éteint. Et à un moment donné, il fallait que je trouve un truc à faire, tu vois. J'ai la bougeotte, moi, tu vois. Depuis que j'ai 17 ans, je rappe, on organise des événements, des choses comme ça. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé à rien faire pendant quelques mois. C'était pas possible, tu vois. Donc il y a mon grand qui s'appelle Tonton qui m'a dit, vas-y, de par ton expérience associative, d'animation, de débat en public, viens dans notre, comment dire, le média qu'ils avaient créé lorsque moi j'étais plus là, à un moment donné sur Grigny. Et du coup, je voulais à la base intégrer le média pour promouvoir un parti politique. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je vais investir politiquement, créer un parti. Et finalement, au fil du temps, j'ai oublié que j'ai mis en avant pas mal de gens du monde associatif et j'ai oublié que ma mission première était de promouvoir un parti politique. Je m'en suis souvenu il y a quelques semaines, enfin, il y a quelques mois en tout cas. D'accord. C'était quel type de parti? Ouais, je voulais créer un espèce de parti où comment dire, où seraient représentées différentes minorités, enfin des gens qui ont pas assez la parole et autres. Bon, je l'ai oublié, mais quelque part, en réalité, le média, si on va dans le latin, Donne ça, la parole. voilà, c'est être au milieu, tu vois, c'est être, comment dire, c'est être au milieu de la société quelque part. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de médias alternatifs. Ouais, après, ce qu'on appelle médias alternatifs, en réalité, c'est parce qu'on est hors des... Des codes? Ouais, hors des codes établis, hors des conventions, voilà, on reste des gars, voilà, des mecs, enfin, en tout cas, voilà, on est tout un mouvement issu des quartiers d'origine africaine et autres, et du coup, on emmène tout ça. Avant, ça n'existait pas forcément, ce truc-là, où il y avait des gens comme nous qui animaient des talk shows, ça n'existait pas. À l'époque où on s'est rencontrés, ça n'existait pas tout ça. Non, ça n'existait pas encore. En 2013, qui même voulait être, comment dire, rentrer dans les médias. Mais toi, tu avais créé quelque chose de nouveau à cette époque-là, je m'en souviens, où tu avais voilà, voulu avoir ta chaîne, où tu disais les choses, justement, c'est le titre de ton émission. Mais en fait, c'était déjà quelque chose qui existait et que tu as repris, ou est-ce que c'est toi, de par ton engagement, par ta volonté d'avoir une alternative, donc pour parler de médias alternatifs, où tu as voulu concevoir et aller dans cette direction-là? Disons les choses, c'est en 2016. Le média Bloc contre Radio s'est créé en 2014, issu de l'association Bloc contre Musique, avec laquelle on organise des festivals, dont mon festival chaque année sur Grigny. D'accord. Avec les artistes. Le Bloc Haute. Le Bloc Haute Festival. Et du coup, disons les choses, en fait, l'émission qui est née avant Disons les choses, c'était Néo Musique. C'était une émission où pas mal de gens du rap français et du milieu de la musique venaient avec Grice et Max Payne. Moi, à un moment donné, comme je dis, un tonton m'a un peu forcé la main, donc j'ai dit, vas-y, on y va. Vas-y, on va créer un concept sur l'impulsion aussi de mon gars Kizo, de Grigny là-bas, qui avec Yann Morvan, paix à son âme, avait créé, comment dire, un reportage qui s'appelle Gang Story. D'accord. En 2 parties où ça parle de l'histoire des bandes de 45 à nos jours. Ils ont créé aussi, Yann Morvan a été à l'origine aussi d'un album photo où tu vois différentes images de skins et de chasseurs de skins en fait.
voilà, le concept de ce projet, c'était d'avoir filmé des skins, les interviewer, des chasseurs de skins aussi, tout ça. Et du coup, bah, moi j'ai participé avec Kizo comment dire, à la tournée de ce projet où j'animais les débats. D'accord. De par ça, c'est là que toi et moi, quelques temps après, on s'est rencontrés. Donc j'ai été investi par le monde associatif, même si j'y étais depuis 98. Yes. Et lorsque je suis revenu sur Grigny, parce qu'on s'est rencontrés sur Villepinte, moi je suis revenu sur Grigny, c'est là que tonton m'a suggéré le média. Donc on était en 2015-2016. Donc disons, les choses existent depuis 2016 en fait. Alors, pour préciser, pas de lien de cause à effet, parce qu'il y en a beaucoup qui vont réagir, beaucoup qui le connaissent, c'est pas parce qu'il m'a rencontré qu'il a créé le média. C'est dans l'ordre des choses. C'est l'ordre chronologique, je tiens à préciser les choses en toute humilité. Et par rapport à ton parcours et en tant que référence sociale, comment tu fais le lien entre ton travail sur le terrain et le média que tu as créé ou que tu produis? En fait, tout est lié en fait. Tu vois. Moi, je pars d'un principe où... Je veux dire, tu étais toujours avec une caméra prêt à passer à l'action dès que tu vois un truc ou tu... Ouais, j'ai ma caméra dans mon sac là-bas, tu vois. D'accord. Ouais. Tu vois. Et en fait, moi, le truc, c'est que à un moment donné, bah, voilà, on s'est dit qu'on va évoluer, enfin, faire des émissions en plateau, mais le truc, c'est qu'avec mon gars Kong, que j'appelle le couteau congolais, il sait faire pas mal de choses, tu vois. Il réalise, c'est lui qui réalise nos vidéos à là-bas. T'as quelque chose contre les Suisses ou pas? Parce que moi, je t'appelle le couteau suisse, donc toi, tu dis couteau congolais, voilà. On n'a pas d'incident diplomatique. Hein. Le couteau congolais, il sait réparer des voitures, il sait tout faire. Ah, il dédique à cet homme, tu vois. Big up. Et du coup, bah, voilà, à un moment donné, c'est lui qui me filmait. Ouais. Lorsqu'on faisait des espèces de street reportages. Du coup, à un moment donné, je lui ai dit, bon, ça te prend beaucoup trop de temps. Dis-moi ce qu'il faut acheter, comment faire. C'est quoi que vous filmiez dehors? En fait, nous, on s'est basé sur les événements associatifs. D'accord. Du coup, de par voilà, plein d'événements associatifs qui ont eu lieu et qui ont eu dans l'Île-de-France, on s'en va les filmer et faire des espèces de reportages et des interviews. Un street reporter, en gros, c'est être sur le terrain, à chaque fois que tu as quelque chose, tu prends, c'est une sorte de faisselle, ou tu es peut-être un modèle pour faisselle. Il n'y a pas de thème faisselle. particulier. C'est-à-dire, c'est plus on interview des gens. En fait, le thème, c'est le fait d'aller dans des quartiers ou ailleurs et aller interviewer des gens pendant qu'ils sont en plein événement. Et du coup, les interviewer parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné, il y a des gens du milieu associatif qui sont beaucoup dans l'ombre, mais pas assez mis en lumière par rapport à tout ce qu'ils font. Ouais, et c'est prendre aussi, filmer et puis amener, mettre en lumière la vie des gens, des quartiers populaires. Ouais, c'est ça. Ok, et pour rebondir un peu sur ce qu'elle a dit, toi, tu utilises souvent ton micro et ta caméra pour dénoncer également les injustices sociales. C'est quoi le reportage ou l'émission qui t'a peut-être le plus marqué? On va dire que celle qui a permis de mettre bien en lumière, disons les choses, c'est une émission qu'on avait faite avec l'imam Mehdi à l'époque. Tu vois. Avant ça, il y a eu des émissions avec Alpha 520, Ousmane Badara, où en fait on a débattu sur... avec Oslim Beko Taboula, on a débattu sur le fait d'investir au pays, créer des sociétés. On a débattu aussi avec M. Omar You par rapport à l'impact de la prison sur les jeunes des quartiers. Nous, on aime bien avoir des énoncés un peu piquants qui interpellent. Tu vois. Donc, l'énoncé, c'était la prison est-elle un passage obligé pour un jeune des quartiers. Tu vois. On sait que la réponse est évidente, mais on aime bien... Enfin, on n'a pas beaucoup de moyens, donc en fait, nos seuls moyens sont nos imaginations. Tu vois. Donc, on essaie d'avoir des énoncés qui piquent, mais ils mettent du fond dans les débats. Ouais, et c'est surtout apporter une autre touche et puis autre chose que... c'est quand même plus dirigé vers, on va dire, quand même des mecs de quartier. À la base, ça reste quartier, mais le quartier est constitué de plein d'éléments, plein de gens de divers âges et diverses nationalités. Tu vois. La vraie diversité, elle se trouve dans les quartiers. Moi, j'ai invité mon père et mes oncles à débattre sur... ils ont parlé de Tambacounda jusqu'à aujourd'hui, comment mon père a fait venir ses frères en plateau. Enfin, ils étaient là, ils étaient en plateau. Et moi, c'était important pour moi de les faire venir, et faire venir même des papas, des mamans. Ah, des mamans aussi? Ah, c'est bien ça. Des mamans qui viennent aussi et qui parlent de leur quotidien et de l'engagement. Le quotidien. Et toi, tu penses quoi du rôle des médias traditionnels dans la représentation des quartiers populaires? Parce que si jamais tu as besoin de le créer aussi, c'est peut-être parce qu'il y avait un manque. Évidemment que quelque part, que ce soit conscient ou inconscient, on a capté que y a un problème dans le traitement de la manière dont ils parlent des quartiers, des minorités, de la ruralité. On s'est dit, on va essayer d'être le contre-pouvoir. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec ce que nous faisons tous ici, là, c'est que c'est le quatrième pouvoir, le média en réalité.
Du coup, ils nous ont laissé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû nous laisser. Et tu penses que ça, ce type de médias, vous me dites aussi vous ce que vous en pensez, mais est-ce que ça peut jouer un vrai rôle, un rôle plus important justement sur l'avenir de l'information? Honnêtement. Parce qu'il y en a de plus en plus. Hein. Ah ouais. Et moi, quand j'ai vu ton émission, Ouais. je suis tombé dessus un soir comme ça, je regarde, je dis, hey, mon gars, d'accord, ok. Moi, direct, j'ai liké, direct, j'ai partagé, je dis, hey. Parce que moi, je suis pour que il y ait de plus en plus de médias qui se créent, Ouais. tu vois, qualitatifs. Et qu'on puisse se donner de la force pour Voilà. donner une vraie alternative à ce qu'ils étaient exactement. Exactement, tu vois. Pas pour dire que nous on dit la vérité, mais pour donner peut-être une autre, C'est ça. un autre Ouais, angle, une autre tout à vision fait. et, Consulter, ouais. et, pareil, et partager peut-être une vision différente. C'est ça aussi, parce que je me dis avec les médias classiques, il y a souvent des stéréotypes qui sont souvent avancés. Mm. Alors que là, par exemple, dans une émission comme ça, et tout, on peut vraiment montrer la vraie face, ou genre parler de la vraie vie que les gens vivent. Je sais pas, je peux pas donner d'exemple là, mais par exemple, là, on parle de nos expériences et tout, de vraiment ce qu'on a vécu, alors que voilà, dans les médias classiques, c'est vraiment à chaque fois, tout ce qui ressort, c'est les stéréotypes qui sont liés aux communautés euh, issues de quartiers populaires ou de l'immigration. Et c'est vraiment, je trouve que faut vraiment créer beaucoup plus de médias alternatifs comme cela. Mm. Ça donne la parole directement aux gens qui sont concernés. Tout à fait. Effectivement, ça sert de relais aussi pour les grands médias qui n'ont pas forcément des correspondants dans les quartiers parce qu'il y a cette peur aussi de descendre dans les quartiers. On ne veut pas avoir de journalistes très, très professionnels. Et eux, ils servent de relais, ils vont relayer l'information. Mais aussi, ça donne une autre image du quartier. Parce qu'en général, les quartiers, ils sont associés à tout ce qui est négatif. Et donc, ces médias, ils vont montrer la vraie vie du quartier. Il y a un côté négatif, aussi bien dans les quartiers que dans les HLM. Mais il y a aussi un côté positif, tout de même, qu'on peut montrer aux gens de l'extérieur, comme quoi que le quartier, il n'y a pas que les couteaux, il n'y a pas que ce que vous voyez tous les jours dans les télés, mais il y a aussi ça. Ah, mais ça, ce que tu dis, ça existe dans tous les quartiers. Exactement. Ça, on l'avait vu, quoi, des agressions, je veux dire, des choses à ne pas faire, si on Tout à peut fait. les résumer ainsi. Ça existe dans tous les quartiers. Mais effectivement, l'accent est mis sur les quartiers par tout ce qui est négatif et moins positif. Et charge à nous, maintenant, en tant que médias alternatifs ou médias, on va dire, loin d'être traditionnels, de mettre la lumière Exactement. là-dessus. Voilà. Et puis, tu vois, les communautés, elles sont invisibilisées. Mm. C'est-à-dire que, comment dire, il faut entendre, par exemple, la communauté pakistanaise. Mm. Il faut qu'on l'entende. Et c'était le but pour que je t'invite, mais à ta grande surprise, bon, une fois, je me suis dit, t'allais être content de venir dans une émission Non, pakistanaise. mais je suis content. Ouais. Et quand je l'ai appris tout à l'heure, je dis, je suis content, tu vois. Il est parti faire ses prières tout de suite après. Pas trop pourquoi. Tu vois, il faut, tu vois, des communautés sénégalaises, maliennes, guinéennes, pakistanaises. On a un beau plateau là, parce que je crois que vous êtes d'origine sénégalaise, C'est ça. tous les deux. Ouais. Toi, t'es pakistanaise également, Youssef aussi. Bon, voilà, moi, je suis pour vivre ensemble et l'ouverture, j'en fais un thème central, donc pas de souci. Et pour finir, et pour essayer d'avancer un petit peu, parce que j'entends tourner en tout cas, il faut qu'on passe au débat central et qui vous intéresse aussi le plus. Parle-nous un peu rapidement de tes projets à venir, ton blog Haute Radio et les autres initiatives que tu as lancées. Les autres projets à venir, on a un concept qu'on est en train de mettre en place. On avait déjà mis en place il y a quelques années, mais qu'on remet le couvert, qui s'appelle Le Berger et le Vieux-Père, avec ma collègue Barberiche. Il y a Disons les choses qui est toujours actif, la récré qui est en pause. Et, après, moi, sur le plan municipal, à Massy, moi je travaille pour la ville de Massy, on est en train de créer un média qui s'appelle United. Avec les jeunes, on va en sorte de créer un média où ils seront les coordinateurs un peu de ce média, mais aussi nous, on sera derrière eux pour les booster. Tu vois. Bon. Écoute, et tu peux pas nous donner une petite exclue par rapport à ce que tu avais mis en intro là comment s'appelait ton émission, ton nouveau concept? United, tu parles? Non, avant ça. Le Berger et le Vieux-Père? Ah. Ouais, si, Tu l'as dit. en fait, c'est... Voilà, merci. C'est bon, merci. Comme ça, vous le savez, c'est moi qui vous aura donné l'exclu en exclusivité sur FP92 dans le talk show de Zéchan. Vas-y, je te laisse en parler, pardon. Ouais, le Berger et le Vieux-Père, c'est... voilà, on est Barberie chez moi-même, on est... Voilà. Que tu salueras d'ailleurs Berboche, et lui aussi, je veux bien le recevoir d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, je lui dirais, tu vois. Donc le truc, c'est de cuisiner quelqu'un en 10 questions. Voilà. Ah, cool. De cuisiner. Mais c'est bon, on va y aller. Piment aussi ou pas? Piment, sucre, aigre douce. Voilà, les gros douces. Ok, merci en tout cas pour ces réponses-là, et on va passer maintenant à notre question qui pique. Let's go!
On attaque la question qui pique et qui va peut-être nous bousculer ou changer peut-être un peu nos certitudes ou les avis qu'on peut avoir sur une question. Aujourd'hui, dans un monde où tout est influencé par les médias, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, il faut qu'on se pose cette question. Est-ce que l'authenticité a encore sa place ou est-elle en train de disparaître face à l'influence des médias, justement, en l'occurrence de tous les médias, du business ou des nouvelles technologies? Parce que, en gros, on vit dans une sorte d'illusion créée par les influenceurs, les personnes qui dirigent certains médias petits ou grands, les likes, les algorithmes. Question est posée. Aboubacar, toi, qui donne souvent la parole à ceux qu'on n'écoute En pas premier. assez ou pas suffisamment, toi qui viens des quartiers où la lutte est pour la vraie représentation quotidienne, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'authenticité, c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre dans un monde hyper connecté, ou est-ce qu'il faut rester voilà, intègre, on sait d'où on vient, on change pas? En fait, nous, on a. Enfin, tout à l'heure, je parlais de mon âge lorsqu'on buvait un café avec nos deux jeunes. Je me rendais compte que. Voilà, moi, je suis dans le social il y a 25 ans et ils étaient en projection, tu vois. Ils venaient d'être, tu vois. Et du coup, nous, on a eu l'opportunité de vivre avant tout ça. Tous les réseaux sociaux. Nous, on a grandi dans. Je sais pas, Alpha, t'as quel âge là? J'ai 30. 30. Donc, mais même moi, Ouais, 24, vous ouais. avez quand même connu un peu le monde sans les Mais réseaux oui, bien sociaux, sûr. sans d'accord. Facebook. Moi aussi, hein. Oui, moi aussi, ouais. Moi aussi. Déjà, Ouais, t'as 22 ans, Tu m'as oublié. t'as 22 ans, moi je sais que t'as 22 ans. Papa Aboubacar. Et du coup, on a l'opportunité d'avoir grandi sans tout ça. Donc du coup, on arrive à avoir un certain recul. Tu sais, comme le disait un méga que je connais pas, un méga sûr à Grigny, avec qui j'ai grandi, mais une fois il me disait, nous on a grandi en se regardant dans le blanc des yeux, en faisant, comment dire, en faisant des espèces de one-man show, pour faire rire un peu tout le monde. Tu vois, et j'ai l'impression Mais ça restait contre nous. Ouais, ça reste contre nous. Tu vois, ça restait là. Ou limite, ça laissait circuler, discuter Exactement. dans la cité ou un truc comme ça pour dire ouais, le mec il a dit ça, il a fait ça et tout de Exactement. bouche à oreille. Et je pense que les réseaux aujourd'hui ont vraiment déréglé Ouais. les rapports qu'on a entre nous. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait un truc qui s'appelait, ce qui est aujourd'hui le média social, mais qui s'appelait le téléphone arabe. Ouais. Et ça s'appelait vraiment comme ça. C'est vrai, Le fait que quelqu'un apprenne quelque chose dans un autre quartier, etc. Je parle pas pour moi, c'est mes grands qui m'ont raconté ça, mais, mais en fait, le fait que quelqu'un apprenne quelque chose dans un autre quartier, c'était ce qu'on appelait le téléphone arabe, encore une fois, ou qui fait les rebeux, mais c'est pas péjoratif pour ceux qui ne savent pas. Mais c'était le fait que en fait, c'est une information qui s'est transmise de bouche à oreille, de l'un à l'autre, et l'autre l'a dit à l'autre, l'autre l'a dit à l'autre, etc. Alors qu'aujourd'hui, tu dis un truc sur un réseau, tout le monde le sait. Quoi, Ouais. Et on était nos propres réseaux sociaux. Ouais. À l'époque, tu vois, voilà. Comme tu dis, l'information, elle venait de la bouche de quelqu'un et ça revenait. C'est vrai qu'on perd quand même d'authenticité avec les réseaux, surtout au niveau des influenceurs. En fait, tout est calculé un peu. T'as l'impression que c'est ça aujourd'hui, parce que toi, en plus, pour rejoindre aussi ce que tu as dit à Boubacar, mais aussi pour prendre Mais on position, voit quand même la transition, même si nous, on est jeunes, on est né en 2000, ouais. mais quand même, il y a eu une transition entre, enfin, il y a quelques années, je sais même plus comment ça s'est Ouais. passé, mais Ouais, avec TikTok déjà. C'est quand ça s'est développé, les réseaux Voilà. sociaux, tout le monde là, avec la 5G, où tout le monde là Donc facilement. c'est plus vraiment la même chose. Ouais. On voit, en fait, tout est vraiment calculé, enfin, il n'y a pas de... C'est ça, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on montre uniquement ce qu'on a envie de montrer. Mm. Et on peut aussi, avec l'intelligence artificielle, on peut aussi créer des nouveaux trucs qui de pire en qui pire, sont ouais. vraiment pas réels. Moi, des fois, sur Twitter, je vois des vidéos, je me dis, ah, peut-être c'est réel. Ouais. Et quand je vois sur les commentaires, tout le monde dit que, en fait, la personne, fake. elle n'existait Ouais. même pas. C'est là où je me dis que, en fait, c'est vrai qu'on perd vraiment beaucoup d'authenticité. Et franchement, moi, ça me fait un peu peur. Parce qu'avec la désinformation aussi, ça peut partir vite en cacahuète. Je sais Et pas, mais... surtout, je disais, on perd de l'authenticité, et du coup, on a moins le temps de se concentrer du coup sur des vrais combats, entre guillemets. Nous, jeunes, je pense qu'à l'époque, à votre époque, je pense que... Elle a bien fait la voix. À votre réponse. Je pense que vous aviez plus cette conscience du... et même, on le voit dans le rap et tout, parce que bon, voilà, j'ai quand même connu certaines choses. Dans le rap et tout, je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus engagé que C'est réel. maintenant, et même au niveau des jeunes, quand t'entends, enfin, les combats
et ce qu'on se dit entre nous. Enfin, on voit bien qu'on n'est plus du tout connecté réellement à. Mhm. Même s'il y a toujours, et ça passe aussi par les réseaux maintenant, mais je pense que c'est pas autant que vous avant. Voilà. Non, mais t'as raison, je comprends ce que tu veux dire, et même toi par rapport à l'intelligence artificielle, ça, c'est déjà une chose pour te rassurer que Alpha est une intelligence artificielle à la base. Donc, voilà, on le voit aussi comme ça, mais je sais pas, est-ce que vous pensez, ça se pose plus la question un peu aux anciens, entre guillemets, Prouve-nous que t'es vivant, Alpha. Prouve-nous. Je suis une intelligence artificielle. Tu vas lancer un pic de la taille, d'accord. Là, j'ai pris une cartouche, t'inquiète pas, j'encaisse. Mais plus sérieusement, est-ce que vous pensez que l'authenticité, c'est encore possible dans le monde dans lequel on est, et surtout dans une position ou dans une situation où beaucoup de gens préfèrent montrer une version idéalisée d'eux-mêmes sur les réseaux, toi qui as grandi dans un environnement où chaque mot compte, chaque action, chaque geste, est-ce qu'on est capable de rester fidèle à qui on est, ou est-ce qu'on est devenu voilà, une façade uniquement pour des likes ou des vues En fait, aujourd'hui, on a beau. Des fois, il y a des gens de notre génération, de ma génération, qui fustigent un peu les jeunes. Tu vois. Mais en vérité, là, tout le monde est dans le même sac. C'est-à-dire que tu as parlé de course aux followers, course aux vues. Carrément, moi, j'en viens à me poser une question. Est-ce que la valeur d'une personne dépend de son nombre de followers? Aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. On en est là à se poser la question. Ouais, à se poser la question. C'est-à-dire qu'on a encore la conscience du reste. Ouais. Mais moi, je regarde, il y a un problème. Je crois que c'est une maladie là, de vouloir devenir influenceur à tout prix. Mais en même temps, l'opportunité de devenir célèbre, avant, elle était réservée qu'à une élite. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde peut devenir célèbre. Moi, des fois, je découvre, comme tout à l'heure, je découvre des comptes d'une maman qui a 3 enfants. Elle a 200 000 personnes qui la suivent. Ses enfants, ils en ont chacun plus de 100 000. En fait, il y a quand même des bienfaits en fait finalement. Ouais, sur certaines choses, il y a des bienfaits via les réseaux sociaux, le développement. Ça peut faire connaître des bonnes causes quand même. C'est un peu ça, mais je me mets un peu à titre personnel dans ce cas-là. C'est-à-dire que si je reviens sur la question que j'ai posée, la version idéalisée, c'est sûr, moi je vais essayer de toujours montrer la meilleure version que je peux avoir. Pourquoi? Pour donner un message ou pour laisser peut-être quelque chose à ceux qui viendront après moi et qui verront que voilà, j'ai essayé de faire des bonnes choses. Mais de là à avoir cette course aux followers que tu dis, et aussi prendre les influenceurs et les réseaux sociaux en gage, je sais pas, pour moi, ils ont plus tué l'authenticité qu'ils l'ont amélioré, si on prend la plus grosse partie des influenceurs. Et est-ce que c'est pas nous, au fond, le public, qui recherchons ce contenu superficiel, parce que c'est devenu aussi quelque chose de facile à consommer? Après, moi, je me dis, en tant que la génération jeune, nous, quand on regardait des vidéos sur YouTube et tout, c'était souvent des YouTubeurs qui étaient issus de l'ancienne génération. Et je me dis qu'avec l'ancienne génération, que la nouvelle génération, quand elle a vu par quoi, genre en mode, l'ancienne génération a pu avoir beaucoup de likes, a pu devenir célèbre, je pense que notre génération, elle a voulu suivre ça. Mais J'ai plus l'impression que c'est l'inverse. Je sais pas, moi, mon avis, c'est que Non, non, en c'est fait, la nouvelle génération qui a lancé cette mode et que non, c'est pas les ça. anciens qui sont venus à suivre ça. Parce que je crois qu'il parle des anciennes générations, des youtubeurs de l'époque. C'est ça. Devenus des anciens même, c'est-à-dire plus D'accord. anciens que nous-mêmes. D'accord. Ouais, ce que je veux dire, c'est que d'abord, il y avait de l'authenticité, mais après, genre en mode la nouvelle génération, elle a pris quelques éléments de cette authenticité pour se l'approprier. Mais qui Et est là, au ça, fur et à mesure avec ouais, le temps. voilà. Et là, genre en mode, ils ont voulu copier la même chose quand ils ont vu que ça faisait des vues et des likes. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on perd de plus en plus d'authenticité. Mais pour l'instant, on est Parce d'accord que que ce qui est- c'est un déclin. Ouais. Ce qui est dangereux, c'est ça, c'est qu'ils affichent tout et n'importe quoi maintenant. Tout ça Mais pour nous, des à l'époque, vues, des likes et tout. Mais nous, à l'époque, on avait une certaine Mais de ironie, toute façon, la portée, elle n'est pas la même. Parce que Oui. si tu prends l'exemple d'Aboubacar, qui a un vécu, qui a un parcours, quand il parle, lui, il parle de faits. C'est un ressenti. Par rapport à un gars qui est né en 2000, je vous clash pas, hein, par contre. Il faut préciser. Un Mais peu, d'accord, hein, mais un peu, hein. Attention. Non, je suis pas en train de vous clasher. clasher. Tu vois, la portée, c'est pas la même. En fait, vous pouvez, tu as beau voulu être, je sais pas, tu as beau voulu utiliser l'IA pour impressionner les gens, mais au final, on sait comment ça marche. Parce que même la vieille génération, on sait quels sont les moyens que nous utilisons pour bluffer les gens sur les réseaux. Tu gagnes en vue, c'est l'arrivée vers les followers et tous les millions d'abonnés, tout ça. C'est important. Mais ce qui impacte plus la société pour moi, c'est de dire des choses
qu'on a vécu, que nous essayons de transmettre aux gens qui nous regardent. Moi, c'est là où il y aura une différence. Après, eux, c'est très éphémère. Hein. Ça va buzzer 3 à 4 jours. Allez, ça y est, on n'en parle plus. Mais pour quelqu'un qui a charbonné, qui a travaillé, qui a eu beaucoup d'endurance dans sa vie, là, le message il reste très longtemps. Après, pour défendre un peu votre génération, voilà, même s'il ne vous a pas tiré dessus, hein, tu vois, avant je suis ton avocat, tu vois. Merci. Voilà, moi, je vais y aller, merci On s'est frérot. dégalé, genre. Merci Ok. frérot. On va mettre à voir, tu vois. En fait, aujourd'hui, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que. Objection, votre honneur. Ça touche tout le monde. C'est-à-dire que devenir influenceur, même un gars qui a 44 ans, 45 ans, aujourd'hui, même que des femmes ou des hommes, hein, je crois que le Graal, c'est devenir influenceur. Ouais. Parce que. Et mettre sa famille dedans Ah, c'est facile. et avoir des placements de produits et que ça rapporte de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment devenir célèbre du jour au lendemain. Tu vois, que ce soit... Après, comme tu l'as dit, il y a ce côté aussi éphémère de certains. Souvent, c'est des jeunes, mais c'est aussi des moins jeunes. Il y a le côté où, à un moment donné, tu peux devenir un espèce d'influenceur à qui ça te rapporte de l'argent, chose qui n'existait pas avant. Et même au-delà du mot authenticité, on peut pas jauger le cœur des gens, mais il y a peut-être un problème de sincérité aussi. Tu vois. Ouais. Si tu sais que derrière de l'argent, il y a des marques, il y a des... Oui, vous parlez de plein de sujets justement sur lesquels moi j'avais relevé des points, mais dans cette phase d'authenticité et rapidement qui est réelle en soi, est-ce que c'est juste une tendance temporaire ou dans la phase de l'évolution des réseaux sociaux ou c'est voué à de toute façon décliner et aller vers ce qui sera de moins en moins bon à consommer pour nous peut-être anciens quoi. Youssef, t'as dit, alors tu l'as dit, vous avez 24 ans. Donc, vos influenceurs de l'époque, c'est les Norman, tout ça. Ouais, Cyprien, Cyprien, tout ça. C'est-à-dire que pour Ah, vous, pour eux, c'est des anciens. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Nous, ils sont plus jeunes que moi, mais J'étais pas au toi, collège, mais- je ouais. Tu vois, pour vous, c'est eux les anciens. Tu vois. Ouais. Et du coup, eux, ils sont déjà plus à la page de. Comment dire, Mhm. même si ça reste les boss, entre guillemets, vous êtes la nouvelle génération qui avait d'autres influenceurs. Moi, le premier que je commence à regarder en tant qu'influenceur, si on peut dire, c'est John Rachid. Hein. C'est lui qui m'a donné goût en fait à ces petits trucs, a donné un petit truc, et puis voilà, le fait que je l'apprécie et tout ça. Mais vous, le public, dites-nous aussi ce que vous en pensez et je vous invite à nous dire en commentaire si vous croyez encore à l'authenticité dans ce monde numérique où on est tous connectés et est-ce qu'on est encore vrai. Je vous invite d'ailleurs à réagir par commentaire. Ah, attends, j'ai une réaction intéressante d'un... Attends, j'ai un premier commentaire là d'ailleurs sur mon téléphone en direct, un certain Akram qui commente. Tu dis que les influenceurs créent une version idéalisée d'eux-mêmes parce que c'est ce qu'on leur demande. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Bon, aujourd'hui, pour moi, les algorithmes, c'est ce qu'ils recherchent le plus. Hein. C'est ce que nous imposent les conditions générales d'utilisation aussi. C'est leur politique. Pour, voilà, c'est la tendance, concurrencer Instagram et voilà, effacer la concurrence et exister le plus longtemps possible, tu vois. Et si on approfondissait un peu rapidement, parce qu'on en a parlé un peu, mais le rôle des médias, où justement, par exemple, dans le rap, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça reste un art authentique ou est-ce que c'est devenu quelque chose de trop commercialisé? Toi, Boubacar, qui est issu de cette scène, comment tu vois cette évolution? Ça a bien changé, dis donc. Tu vois, bah, voilà, on n'est plus dans... Après, honnêtement, moi, je trouve, soit les influenceurs, soit les rappeurs, on les a mis dans un bain. C'est le bain du surdivertissement, si puis dire. Tu vois. Du coup, il y a aussi cette question de fausse image, du fait qu'ils ne représentent pas vraiment qui ils sont, d'où ils viennent, et tout ça aussi. L'apparence qui compte. Aujourd'hui, un rappeur d'il y a 20 ans et un rappeur d'aujourd'hui, le rappeur de maintenant, aujourd'hui, il va dire des choses, revendiquer des choses, mais dans le négatif. Chose qui ne se faisait pas il y a 20 ans. Mais parce que aussi, ils ont baigné dans un espèce de bain où... comment dire, comment faire autrement, mais il pourrait faire autrement, mais comment faire autrement si tu as été formaté comme ça pendant 20 ans? Ah, mais c'est compliqué, mais t'as important qu'ils gardent, encore une fois, leur authenticité, qu'ils restent fidèles à eux-mêmes, qu'ils changent peut-être leur combat ou leur manière de faire. Alpha, il a dit, aujourd'hui, c'est les algorithmes qui sont la loi. C'est-à-dire l'algorithme, sur TikTok, ce qu'ils veulent, c'est du divertissement. Sur Instagram, c'est du divertissement.
tout ce qui est politique, même Instagram, ils ont, voilà, il y a une loi qui est tombée récemment Ouais. où si vraiment c'est trop politique, à un moment donné, vas-y, ils peuvent, comment dire, supprimer ta publication. Mm. Oh là, ça. Voilà, c'est ça. Ou la restreindre, voilà, exactement, Ouais. tu vois. Parce que ce qu'ils veulent, en fait, aujourd'hui, c'est que du divertissement. Pas forcément. Vider les esprits Voilà. et augmenter la culture du vide. Pour conclure ce débat, je vais quand même essayer de vous poser une dernière question. Et vous, en tant que créateur de contenu, journaliste, utilisateur, artiste, ou simplement, voilà, simple utilisateur des réseaux sociaux, est-ce qu'on a encore la possibilité et la responsabilité de rester authentique ou de redevenir authentique, ou est-ce qu'on doit accepter, voilà, le rôle, comme vous dites, de répondre aux algorithmes et de satisfaire les attentes, au final, qui sont pas celles, si je t'écoute, de ceux qui vont regarder, mais plutôt celles de l'algorithme et qui, malgré eux, ben, vont regarder ce que tu as publié. Un petit dernier mot là-dessus. On va dire que, à la base, c'est pas forcément. Ça devient une demande parce que l'algorithme le demande. tu Ouais. vois. Et du coup, ça devient une demande parce que, voilà, il y avait la C'est un force cercle d'attaque. vicieux qui est intégré. Ouais, c'est. Voilà, on est dans ça et j'ai un trou de mémoire, je sais plus où je voulais en venir. Tu vois. Mais tu voulais dire qu'en fait, c'est dans la loi qu'impose l'algorithme au final. Parce que c'est l'algorithme qui crée ça pour qu'il y ait une demande Ouais, de ça et qu'on y revienne. exactement. Et je dirais même que c'est dangereux en fait. Ce qui se passe, c'est très dangereux dans la mesure où. Quand tu parlais de responsabilité, tu vois. À un moment donné, je pense que nous tous sur ce plateau, on a cette conscience que les contenus qu'on peut produire, dont certains peuvent être très abrutissants ou pire, parce que on parle de la nouvelle génération, mais dans ma génération à moi, il y a des espèces d'influenceurs, c'est que du négatif qu'ils produisent. Des clashs, des embrouilles. Et du coup, ils pensent pas au fait que vous aurez des enfants. Ouais, qui vont voir ça après, qui vont apprendre peut-être de toi. Voilà, ils vont apprendre ça de toi, ou même vous allez contribuer à l'abrutissement des masses avec du contenu de gogol. C'est ça, mais est-ce que c'est pas un enjeu sociétal ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen de prendre ce contrôle-là? Parce que c'est comme je vous disais, l'on est un exemple ou un modèle, mais moi, j'essaie de soigner, de faire attention à tout ce que je dis, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, parce que je me dis Après, que je pense demain. que c'est compliqué aussi. Il y a Moi, il y a un besoin aussi des gens de se détendre un peu. Donc je pense qu'il y a ce côté, oui, d'accord, on ne veut pas abrutir les gens, mais avec la vie en ce moment, en Mais fait, nous, on je avait pense qu'il y a peut-être tellement plus de problèmes à de l'époque, mais Ouais. difficultés que les gens ont juste envie de se détendre et Beaucoup pas de stress forcément. et tout. Voilà, je crois- la vie est telle que bah, t'as envie Mais d'ouvrir ton après, truc c'est et des pas choses qui sont. forcément. C'est trop tendance. Tout le monde a envie de faire la même chose. Et puis. Il y a Oui, ça, voilà. mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a eu peut-être des plus gros défis ou des plus gros. Voilà, je veux pas les hiérarchiser, mais on avait eu aussi nos problèmes à l'époque. Et on avait d'autres moyens de se détendre, ou on avait d'autres façons d'être. Et c'est pas pour autant qu'on allait regarder peut-être des choses qui abrutissent, etc. Après, pour un passant, ouais, effectivement, Ouais. moi aussi, il y a des moments où j'ai envie de sourire un peu, et puis je regardais quelques voilà, je vais scroller rapidement pour essayer de voir, mais j'essaie de pas rester attaché à Mais ça. tu sais, les gens aujourd'hui, on est devenus plus paresseux qu'il y a 20 ans. Ouais, Aujourd'hui, les moyens de divertissement à l'époque, c'était la lecture, écouter de la musique, aller faire du Et sport. parce qu'on n'avait pas ça. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde est paresseux. On peut même pas lire 2 pages d'un ouvrage. Tu vois, et voilà, on préfère aller sur TikTok, scroller, regarder des trucs qui font rire. Tu les sens pas. Mais c'est ça, parce que genre, nous encore, quand on était petits, on a eu la chance de pas être exposé aux écrans. C'est pour ça, genre, on arrive un peu à se contenir. Mais là, quand tu vois que la nouvelle génération qui arrive, eux, ils ont été exposés au téléphone tôt, depuis ouais. qu'ils étaient tout petits. Ah, je suis très strict. Et c'est pour ça, en fait. Je suis très strict avec ce qui arrive. Ouais, mais genre, quand tu vas au collège, au lycée, t'as déjà beaucoup de gens qui ont des téléphones et ça va inciter, les enfants à se connecter de plus en plus aux réseaux sociaux pour justement consommer ce genre de médias. Ce qu'il y a de beau tout de même, c'est que dans les nouvelles générations, il y a quand même des gens qui ont des beaux contenus. Et en fait, moi, je pense qu'il faut arriver à rendre hype la culture. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir du divertissement éducatif, mais il faut le rendre hype en fait. Exactement. Même la lecture, il faut la rendre hype. Moi, je vois des contenus de gens que je connais qui, ils le font avec un air cool, tu vois, c'est-à-dire balancer des infos avec des vidéos façon et qui font que ça m'intéresse. Il faut que ce soit pédagogique. Il faut, Voilà, faut pédagogique, amener les gens à voilà, ça. c'est ça. Mais c'est un retour à ça, parce que de toi à moi, je pose la question, mais qu'est-ce qui est le plus vu, qu'est-ce qui cartonne le plus? Donc ça veut dire qu'est-ce qui est le plus attractif et qu'est-ce qui rend le chose plus vue, plus suivie et donc plus propagée. Je suis pas sûr que ce soit des trucs de lecture, et encore une fois, moi j'encourage à ça, à mon humble niveau et par ma volonté, je suis loin de là à dire il faut faire ça ou faire ça. La question reste ouverte.
Mais on vit dans un monde où tout semble quand même sous contrôle et un peu programmé. Et ma volonté, en tout cas à mon humble niveau, serait qu'on ait encore le pouvoir de choisir ce qu'on veut vraiment et qui on est vraiment. Mm. En tout cas, merci à vous pour ce débat assez riche. Et on attend vos réactions d'ailleurs sur les commentaires et sur les différents réseaux. Je propose qu'on termine chargé quand même un petit peu, donc par quelque chose de plus détendu, justement. On va aller sur les réseaux. Non, pardon, on va pas aller sur les réseaux sociaux. On va finir par le jeu ludique, le Grigny Express. Let's go! Et ouais, vous me connaissez, j'aime bien les surprises. Donc aujourd'hui, j'ai préparé un petit jeu. Quand je vous ai dit tout à l'heure, vous venez à peu près du même endroit, c'était pour dire lesson et non pas ce que vous avez compris. Ah. D'accord? Donc on va parler de Non. Grigny et on va voir si tu connais bien connais ta pas. ville d'origine. Donc je vais te poser des questions sur Grigny. On va faire comme d'habitude, deux équipes de deux, d'accord? Mhm. On prend Sarah et Aboubakar. Faisal. Youssef. Pardon. Youssef. Big up Faisal. Youssef et Alpha, vous avez vu, je suis loin d'être quelqu'un qui maîtrise mon sujet. On va poser 10 questions chacun, celui qui marque le plus de points sur Grigny et qui représentera Grigny. Big up Grigny remporte la partie. On commence par qui? Qui veut commencer? Je pose la question, honneur dame, tu veux commencer ou... Vas-y, ouais. Qu'est-ce que je cherche trouvé? Hein? Vous Mm. commencez? Mm. T'as compris le cadeau que je t'ai fait tout à l'heure? Hein? Maintenant, on va par Grigny. Allez, on va poser une question simple, en tout cas, culture générale sur Grigny. Vous aussi, n'hésitez pas à jouer chez vous, que vous soyez Grigny ou pas d'ailleurs. Hein. Combien est-ce qu'il y a, première question, combien est-ce qu'il y a d'habitants environ à Grigny? Environ. 31 000. 30 000? Voilà. 30 000, c'est une bonne réponse. On va comprendre ça. Deuxième question, quel est le nom du quartier le plus connu de Grigny? Jouez aussi hein, chez vous. J'hésite entre le Méridien, la Balance ou Bonne réponse. le Méridien. Non, c'était la Grande Borne. Ouais. Ah, Bon, la Grande Borne, c'est le quartier en entier. Bon, il y a un nom, mais un nom, qui s'appelle la Grande Borne. sûrement, sûrement. Troisième question, quel célèbre programme de rénovation a été lancé à Grigny? Toi qui as fait de la politique aussi. Tu dis Quel célèbre programme de rénovation a été lancé à Grigny récemment? récemment, c'est les. Oh, les. Ce sont dures tes questions hein, aujourd'hui. hein. Est-ce qu'il représente Grigny ou pas? Non. Quartier, on prend des quartiers de Grigny. Hein, Attends, son vrai visage. Je sais pas. Oh non, en plus, on est dessus, en plus. Donne une première lettre. La première lettre. C'est lié à la question précédente. Ah. Je peux pas t'aider plus. J'ai plus le nom. Le programme de rénovation urbaine de la Grande Borne. Ah. Non, j'allais dire Non, non. tu déconnes. Allez, question plus facile. Là, non, t'es censé répondre. Quel ancien joueur de football de l'équipe de France est originaire de Grigny? Ntep, Paul-Georges Ntep. Quel ancien joueur de football de l'équipe de France est originaire de Grigny? Connu. Je sais pas que Ntep n'est pas connu, mais voilà. Ancien joueur de l'équipe de France. Ouais, il a joué dans l'équipe de France. Je sais pas. Patrice Evra. Parce qu'il vient des Sulisses, Thomas. Hein? Il vient des Sulisses. Ouais, je sais, mais il est originaire de Grigny. Ah bon? Ouais, originaire de Grigny. Ah bah, Bon, question plus facile. Quel est le principal axe routier qui traverse Grigny? si. Ouais, bonne réponse. Quel lac emblématique se trouve à Grigny? Lac emblématique se trouve à Grigny. On appelle le lac de Viry. Ouais, bien joué. C'est une bonne réponse. Il borde Grigny. Grigny fait partie d'une grande métropole française. Tu peux participer aussi. Laquelle? Alors, c'est C'est quoi ces questions? Elles sont super difficiles. On représente Grigny ou pas? Non, mais elles sont trop compliquées tes questions là, Attends, Zichan. t'as dit Grigny fait partie d'une grande métropole. Ouais, Grigny fait partie d'une grande métropole française. Laquelle? Je voulais voir s'il représentait vraiment Grigny ou est-ce que c'était du. Grande métropole française. française. L'Île-de-France? L'Île-de-France, la région parisienne. Ouais, c'est Grand Paris. Le Grand Paris? Le Grand Paris. Ouais, lequel? Oh là là, ouh! Non, là, attends. Quel grand Paris? Comment ça? Attends. Orientation. Tac. J'ai une conne. Bon, Paris Sud. Sud-ouest? Sud-ouest? Oui, bon, d'accord. Question compliquée cette fois-ci. Quelle gare et RER dessert la ville de Grigny? Grigny Centre. Ouais, bien joué. De quel RER? D.
Vas-y, je te mets 2 points pour ça. De bonnes réponses. Quel célèbre bâtiment classé monumental historique se trouve à Grigny? Non. Là, tu devrais Ça, tu savoir. le sais, ça, tu Moi, le je sais pas ça. Ouais, ça, tu sais. Vraiment, Oui, le je truc sais que je aussi, connais je même sais. moi. Moi, je suis parisien. Attends, quel bâtiment Quel célèbre bâtiment classé monument historique se trouve à Grigny? N'oubliez pas de jouer et puis dites-le en même temps les réponses. Je Ça, vous le sais savez. qu'il S'il n'y a pas un château? Je sais qu'il y a un bâtiment avec. C'est une église. Une église, ok. Non, tu me poses une colle. Église de Grigny. Saint-Antoine de Padoue. Ah oui, là, tu. Et vas-y, question facile pour en finir. En quelle année Grigny est devenue une commune à part entière? Quelle année? Ouais. Je sais qu'elle a. Non, mais c'est pas une question facile. Hein. Non, mais je rêve. Ces questions sont difficiles, hein. Ouais. Oh là là. Ah, bon courage. 1902. Moi, je n'habite pas à Grigny en Ouais, plus. c'est une mauvaise réponse, 1793. En tout cas, ça fait Mais vous êtes- 4, 5, 6 Bravo. bonnes réponses sur 10. On peut quand même l'applaudir, bravo. Bravo. On dit en Wolof, ça va Ouais. aller. Passer à Dina vous, Bar. c'est plutôt une Dina bonne Bar. réponse. C'est pas Massa? Ça va. Dinabar. On va passer à vous, Dina tu Bar. connais bien Grigny, toi, tu m'as dit. Ah bon, je suis un mec du 9-1, mais pas à Grigny. Ah, écoute, T'es quelle ville? Chili Mazarin. Ah chez ouais. nos arts, ça va, c'est pas loin. Non, pour vous, on va prendre des questions sur le Pakistan, que j'ai préparé au cas où, d'accord? On va voir si Vas-y. c'est le Pakistan. Tu vas le Vas-y. sauver. Mais MDR, Tu vas me sauver. MDR. Il représente on a eu Grigny. combien de points? Vous avez 6 points, bravo quand même. 6 points? Non, mais Sur non, 10. n'importe quoi. Il a dit Vous avez donner mis un plus de bonnes doublé, réponses vous que avez mis ça. un Hein. doublé, d'accord, je peux pas, je vais te le retirer, tu vas avancer avec moi. Je peux voir la feuille, s'il te plaît? T'inquiète. Je te la passe juste après l'émission. Moi, le président. du Pakistan, c'est Allez, on commence. Quelle est la devise du Pakistan? Et non, moi, je connais pas. Hein. Ah bah, t'es. Pakistanais qui ne connaît pas la devise du Pakistan. Je suis en train d'afficher aujourd'hui la vérité de tout le monde. Vous connaissez les vrais visages de nos invités aujourd'hui. Attends, dis-moi un mot. 1, Un mot. 2. Genre de la devise. Comme ça, parce que je suis en train de. Je connais. Moi, Le j'ai un dollar. doute aussi là. Hein Le dollar. Ah, la devise. Oui. Ah, la rupie pakistanaise. Ah, Là, je ok. pensais qu'il parlait de. Non, mais, tu fais bien de. T'as dit quoi? Bravo. La Tu commences devise. bien. Tu commences bien. Ah, Bravo. la devise, je pensais que tu parlais de la Ouais, voilà, devise. genre, comme liberté, ouais, égalité, Mais- fraternité. Quel Ouais. est l'emblème national du Pakistan? Attends. C'est une fleur? Hein? Une fleur? Eh ben oui, c'est le croissant et l'étoile. C'est une Ah. mauvaise réponse. Combien de prix Nobel ont été décernés à des Pakistanais? Ah non, aujourd'hui j'ai des sévères. 2 prix Nobel. Bonne réponse. Oh. Tu vas me dire c'est qui? Abdus Salam et Ça, je ne saurais pas. Malala. Voilà, le prix Nobel de Mais la t'es paix. trop fort, Alpha. Comment tu savais que c'était 2? Devinette. J'avais dit de choisir ton équipe en plus. Quel est le monument emblématique d'Islamabad? C'est la grande mosquée De Paris? Faisal. Ah, bonne réponse. Quel est l'animal symbole du Pakistan? C'est pas attaqué en ourdou. Le chameau? Le chameau, oui, bien sûr, c'est le markhor. Bravo. Ah, Quelle est Non, mais désolé. la superficie du Pakistan environ? Oh non, mais. c'est plus grand que la France. Si tu le dis. Oui, c'est plus grand, il me semble. Il me semble. Oui, non, mais j'avais vu. Il est peu- Je dirais. En kilomètres carrés, tu dirais combien? On n'est pas des joueurs. Allez, un chiffre. 200 000? 200 000. Tu dirais combien? Non, je dis 230 000. 230 000, oui, tu te rapproches. 881 907 km. Quelle est la seconde langue la plus parlée au Pakistan? Jouez aussi avec nous, vous les Pakistanais, vous savez. Le pashto? Eh ben non, c'était Punjabi. Non, les Punjabis, c'est la première. Non, la première c'est le Urdu. Oh non, je sais pas. Non, parce que la langue maternelle, c'est pas l'ourdou. Non, je dis quelle est la deuxième langue la plus parlée, pas la langue maternelle la plus parlée. De toute façon, on n'est pas là pour négocier les réponses. Quel pays a été créé en même temps que le Pakistan en 1947? L'Inde. Bonne réponse. Et quel est le nom du plus grand port du Pakistan? Gwadar. Non, c'est le port de Karachi. Ah. 1, 2. Waouh. J'ai la honte du Ah, Pakistan. pardon, non, il reste encore une question. Pardon, Ah, pardon, ok, pardon, ok. pardon. Et quel est le nom de l'équipe nationale de cricket du Pakistan? Équipe Ouais. nationale du cricket. Non, apporte un nom. Et En français, si tu Je veux. suis désolé. Adresse-toi. Est-ce qu'on peut avoir un plan Ouais, un plan sur Youssef. sur Youssef, s'il vous plaît, Notamment en sur le perso? cœur. Il a des excuses à Et je suis faire. vraiment désolé, non. Je Oh connais Non, que... regarde la caméra, s'il te plaît. Excuse-toi en voiture. Non, mais je suis désolé.
Allez, vas-y, le nom de l'équipe nationale de cricket au Pakistan, tout le monde le sait. Je peux pas donner un nom de joueur. Non, c'est pas. On change pas. Si j'ai dit on change pas les réponses, on va pas changer les questions. Lahori Calendar. Ah oui, bien sûr, oui, c'était les Shines, autrement dit les faucons. Il faut Donc ça nous fait, bah, c'est facile, 1, Quoi 2, 3, 4 bonnes réponses, victoire de l'équipe à ma droite. Bravo, Bravo. en tout cas bravo à vous Par contre, moi, je aussi. suis sûre qu'on a plus de 6. Hein. C'est impossible. Il s'est Faut trompé. continuer, je Combien te de fois il a laisse 4 et nous un- on a Ouais, 6? je te promets, je te Mais c'est fais pas impossible, ça il a à donné 5, trop de bonnes t'es réponses. d'accord. Aboubacar, si, pour finir, si tu auras un message à transmettre aux jeunes que tu représentes et qui te regardent aussi aujourd'hui, quel serait-il? Tiens, je voulais dédicacer à un ami à moi de Chine-Mazan, Smoker. Yes? Smoker. Il doit le connaître sûrement. Il est J'ai membre entendu de la parler. marque. Ouais, j'ai entendu parler de ce nom. Donc, voilà, grande dédicace à ce monsieur qui a un grand cœur. Et ce que je dirais aux jeunes, c'est de vivre. Vivre votre vie. Essayez de pas trop fumer ni boire. Parce que sinon, quand vous allez avoir nos âges, vous allez. Voilà, Vous avez- n'autorisez pas la santé. Voilà, les conséquences de tout ça. quoi. Et je dirais, voilà, croyez en vous. Parce que vous avez, voilà, les jeunes. Croyez en vous réellement. Voilà, réellement. Réellement. Exactement, c'est-à-dire que Avec authenticité. vous avez un fort potentiel. Tu vois. Mm. Un fort potentiel, et même, il y a pas mal de jeunes qui sont dans des sphères dans lesquelles nous n'étions pas à l'époque. Mm. Et c'est ça le grand point positif qu'il y a aujourd'hui. tu vois. Yes. Je vois des jeunes qui me disent ah, je vais devenir médecin, je vais devenir avocat, je vais devenir journaliste. Là, il y a une jeune qu'on suit dans mon travail qui me dit ouais, j'ai trouvé mon alternance dans le marketing. Yes. C'est tout ce qui nous. Voilà, et peu importe, employeur ou employé, voilà, soyez fiers de vous et confiance en vous, parce que vous avez du potentiel. Yes. Et réellement, surtout par rapport à l'émission qu'on a essayé de produire, on espère voilà, vous avoir apporté peut-être une vision, ou peut-être confirmer certaines des visions que vous avez, mais voilà, restez réel, authentique, vous donnez le meilleur de vous-même. Vous n'êtes peut-être pas forcément, vous n'allez pas être celui que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Restez vous-même et allez au bout de vos convictions, de vos engagements et de votre talent. En tout cas, un grand merci à toi, Aboubacar, pour ta présence, ta réflexion et le partage de tes idées. Je vous remercie également mes contributeurs pour vos contributions et vos réflexions. Et en tout cas, merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Et ben, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous. Et je vous dis rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission du talk show de Zéchan sur FP92. Ciao!